Un espace public, c'est un commun, et un commun, ça a besoin d'une gouvernance, et une gouvernance, ça implique une police. Ça va jusqu'à là. Hein. C'est pas parce que c'est commun que c'est pas qu'il n'y a pas besoin de police. Oui, c'est sur ce point que je voulais intervenir. Dans mon exposé à la fois chronologique et thématique, j'ai sauté un épisode, mais je m'aperçois qu'il faut mobiliser cet épisode pour discuter du point que vous soulevez. Cet épisode, c'est quoi? Cet épisode, c'est un biologiste fort peu sympathique, en faveur de l'eugénisme, de la sélection des populations, en faveur de supprimer le droit des familles à avoir des enfants, etc. Un malthusien, bon, qui s'appelle Hardin, a écrit en 1968 un petit article qui doit être un des articles les plus cités dans l'histoire des sciences, hein, et qui s'appelle « La tragédie des communs ». Bon. The Tragedy of the Commons. Et alors, qu'est-ce qu'il dit, Hardin? Il fait référence à des phénomènes du type de ceux que vous évoquez. Et tout en refaisant complètement l'histoire, parce que c'est un biologiste qui connaît absolument rien à l'histoire, il raconte un tas d'âneries, bon, il dit, les communs, c'est pas possible. Les communs, c'est pas possible, parce que sitôt qu'il y a un espace qui n'est pas propriété privée, parce qu'évidemment, son objet, c'était de défendre la propriété privée exclusive, il est soumis à surexploitation, dégradation, etc. Puisque plus personne n'en prend soin, parce que, précisément, il n'y a pas de propriété privée, donc chacun, voilà. Et donc, les pâturages qui sont des communs étaient soumis à dégradation, etc. Bon. Il se trouve que ce monsieur ne sait rien sur rien et ne comprend rien à rien. Et le fond de l'affaire, c'est quoi? C'est qu'il confond ce qui est des biens en accès ouvert et ce que sont des biens communs. Alors les biens en accès ouvert, c'est effectivement des biens dans lesquels il y a zéro gouvernance, où chacun peut faire exactement ce qu'il entend, sans sanction, sans rien. Les biens communs, ou les communs, en l'occurrence, c'est pas du tout ça. C'est des biens en accès ouvert, et c'est des biens en accès partagé, mais c'est des biens gérés, avec des systèmes de droits et d'obligations pour chacun, et le cas échéant, une police physique ou pas, hein, en charge de faire respecter l'ensemble des règles. Voilà. Et les communs historiques, les communs du XVIIIe siècle, c'était des communs de ce type-là, de second type. Ce n'était pas des biens en accès ouvert. Et, comment dire, la communauté veillait comme la prunelle de ses yeux au fait que chacun des ayants droit respectait les règles d'usage et respectait donc la ressource pour la reproduire à long terme, parce que sinon, c'était leur propre survie et subsistance qui était menacée. Voilà. Donc, il y a sans doute un travail d'éducation, mais bien au-delà, un travail de mise en place d'instruments de respect des règles d'accès et d'usage. Les biens doivent rester en accès ouvert, les biens publics, bien, mais pour autant, l'accès ouvert ne donne pas droit à la déprédation, etc. Et elle doit être sanctionnée. Voilà. Donc, je veux dire, il faut tout à fait distinguer des biens en accès ouvert de communs. Bon. Et les biens publics, par définition, évidemment, ils ont vocation à devenir des communs, ces communs étant gérés soit par les collectivités d'usagers, soit par les collectivités d'usagers avec la puissance publique. Et donc, dans ce cas précis, bien sûr, avec une délégation de pouvoir pour faire respecter la discipline. Voilà. Alors, le tout dernier point, c'est que je voulais, parmi les choses qu'on étudie dans notre groupe de recherche, bon, on étudie, parce que c'est aussi le même sujet, ce qu'on appelle les prud'homies de pêche en Méditerranée. Donc en Méditerranée, l'accès et les règles de prélèvement du bord de mer, pour le domaine. Le domaine maritime, il est public, bon, mais l'accès aux bancs de poissons du littoral immédiat, le grand large, c'est une autre histoire. C'est réglé par les communautés de pêcheurs qui sont organisées en prud'homie. Alors, ce qui est très intéressant, et là je fais le lien avec l'Arctique, ce qui est très intéressant, c'est que
ces communautés définissent des règles pour elles-mêmes, mais aussi pour tout autre venu de l'extérieur. Ça veut dire qu'il y a des règles de prélèvement de certains types de poissons pendant certaines périodes de l'année, avec certains types de filets, certains types de bateaux, etc. Ils font respecter ça pour eux-mêmes, mais tout tiers extérieur souhaitant pêcher, pourvu qu'il n'y ait pas de Sanary, par exemple, pourvu qu'il respecte ces règles, il a parfaitement le droit. Et donc, l'histoire de l'île, c'est ça. Ce à quoi il faudrait arriver, c'est en faire un bien commun, c'est-à-dire qu'il y ait des règles d'accès, d'usage, pour préserver, etc. Et du coup, c'est ouvert à l'ensemble des riverains et des pas-riverains sous des règles qui protègent la qualité du commun, c'est-à-dire voilà, la glace, le froid, etc. Voilà. Donc c'est pour dire ce que j'avais dit à la fin de ma présentation. C'est un outil absolument formidable et d'une très grande puissance, parce que c'est un outil qui est capable, le cas échéant, de faire face à des conflits d'intérêts. Vous voyez, dire ce bout de glace ou toute autre chose est un commun, ça veut dire vous, Danois, vous, Canadiens, etc., il n'y a pas de problème. Vous avez accès, moyennant le respect d'un certain nombre de règles, pour autant, vous n'êtes pas propriétaire, parce que c'est un bien commun. C'est une situation à laquelle ils peuvent se soumettre beaucoup plus facilement que de dire « Ok, ça va, j'accepte, c'est danois ». Ou « Ok, ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais. Que les Canadiens disent « Ok, c'est danois » ou que les Danois disent « C'est canadien », ça n'arrivera jamais. Par contre, que l'un et l'autre, sous des pressions d'organisations internationales, d'ONG, etc., admettent que ça doit être un bien commun, mais qu'en tant que riverains, ils ont des accès sous des règles qui protègent la ressource, c'est une solution possible. En tout cas, bien meilleure que la règle d'appropriation auquel ils sont en train d'essayer de se livrer et qui les conduira nulle part. Merci Benjamin Correa. Alors, nous avons merci. Karine Dartic-Perrault qui veut intervenir. Oui, Karine, voilà. Non, je voudrais juste la présenter. Karine est la secrétaire des entretiens Albert Kahn. Elle a présenté hier un débat sur les villes de demain. Tout à l'heure, on parlera du bonheur au travail. Et tout à l'heure, on va parler du bonheur au Mais travail. non, ce que je trouve hyper intéressant, en fait, qui remonte beaucoup dans vos différentes présentations, c'est en fait toute l'inspiration qu'il peut y avoir autour de l'animation de cette collectivité, en fait. Et c'est-à-dire qu'en fait, quelque part, on voit bien que ça donne l'opportunité de se rassembler autour de différentes valeurs. Moi, je crois que le mot, il n'a pas été dit, mais en fait, c'est ça qu'on entend ce soir, parce que finalement, on peut se réunir à travers des valeurs plus empathiques, plus respectueuses pour l'environnement, plus voilà, une autre forme de démocratie, quelque part. C'est-à-dire, donc, c'est des valeurs fortes. Et donc, moi, ma question, elle était plutôt adressée à Michel Spiro, parce que vous avez défini 4 valeurs qui ont animé votre intelligence collective. Et comment vous êtes arrivé à ces valeurs? Pourquoi celles-ci? Et fort, finalement, de votre expérience, est-ce que vous pensez que c'est des valeurs universalisables pour d'autres dynamiques, ou est-ce qu'au contraire, c'est très important qu'elles viennent des gens qui sont eux-mêmes animateurs de ces communs? Donc, pour arriver à ces 4 valeurs, il y en a encore une 5e que j'avais oubliée, c'est qui était la professionnalisation. C'est-à-dire, il faut être, pour rentrer dans cette recherche collective, il y a un certain professionnalisme qu'on doit accepter. Donc ces 5 valeurs ont été discutées. Il y a eu des groupes de travail rassemblant des gens de la communauté du monde entier. Et petit à petit, elles se sont imposées comme les valeurs dans lesquelles se reconnaissaient des personnes qui venaient, donc, comme je l'ai dit, à la fois de pays différents, géographiquement, culturellement, religieusement, etc. Et donc elles se sont imposées. Mais c'est vrai qu'elles ont un côté, par certains côtés, plus large que simplement pour le CERN. Donc j'ai dit l'intégrité, la professionnalisation, respect de la diversité, créativité, sens des responsabilités. Il se trouve, bon, on n'a pas fait mon CV, mais là je suis devenu président de la Société française de physique, et ces 5 valeurs, je les ai fait accepter par la Société française de physique. Donc on voit bien que déjà la physique, c'est quand même plus large que simplement le CERN. C'est à la fois les nanotechnologies, la mécanique, l'optique, et finalement tout le monde se retrouve dans ces valeurs. Et peut-être que ça pourrait être plus large, mais ça, je sais,
Bon, je ne sais pas si c'est des valeurs qui devraient s'imposer pour tous les communs, je ne pense pas, parce que la variété des communs est telle que chaque communauté doit définir ses propres valeurs. Mais bon, en tout cas, c'est sûr que les valeurs pour le CERN, pour cette recherche, peuvent au moins s'étendre à l'ensemble des physiciens. Oui, c'est une question très intéressante. Peut-être que vous, le public, vous avez des choses à nous dire à ce sujet, enfin vos idées là-dessus. Qu'est-ce qui ferait partie du bien commun ou des communs pour vous ou selon vous? Parce que la diversité est infinie. Laurence a envie de... Oui, vous m'entendez, oui. C'est pas pour répondre à cette question, mais c'est juste pour rebondir sur ce que vous dites, c'est-à-dire en effet, on voit émerger un certain nombre de valeurs, une volonté d'un certain nombre d'entre nous d'y adhérer, et en effet, comment trouver l'équilibre entre ces valeurs et ne pas tomber dans les travers. Alors je reviens à la finance solidaire parce qu'il y a vraiment un domaine qui est très délicat dans le monde de la finance, c'est la façon dont ces valeurs sont récupérées d'un point de vue marketing. Et là, c'est vraiment terrible parce qu'on voit plein de banquiers qui vont dire « nous, on est socialement responsables, nous, on est pour le développement durable, nous. » Et justement, c'est juste un exemple, mais la finance solidaire, elle est de plus en plus, enfin, elle a vraiment une façon de s'incarner et d'être, comment dirais-je, le terme m'échappe, mais enfin, validée, voilà, j'y arriverai, parce qu'il y a une association qui s'appelle Finansol, dont Caroline avait invité l'ancien président, et cette association, elle a un conseil de sages, entre guillemets, qui va vraiment valider les produits, parce que toutes les banques veulent dire « Ah ben nous on est solidaires, nous aussi on a un livret solidaire, etc. » Mais ce conseil de sages de Finansol, qui est elle-même une association totalement indépendante, va dire « Ah ben non, nous on a des critères, il y a donc des personnes totalement indépendantes venant de différents milieux qui vont dire « Ben voilà, pour que le produit soit prétendu solidaire, il faut qu'il ait tel et tel critère et qui va valider les produits solidaires. » Résultat, il n'y en a que 140 aujourd'hui, alors que le nombre de produits financiers en France, je dirais des bêtises en donnant un chiffre, mais enfin, on est à des milliers et des milliers. Donc voilà, c'était juste une petite illustration, encore une fois sur un point, un petit point, mais en effet, il faut en effet trouver des moyens de trouver l'équilibre entre l'émergence de valeurs, mais aussi leur réalité, quoi, la façon. Voilà. Et ce que vous avez appelé, je crois que c'est Benjamin qui l'a mentionné, la gouvernance. Tout à fait, oui. C'est exactement, c'est tout à fait ça. Pour que ça devienne un bien commun, il doit y avoir gouvernance. Tout à fait. Je voudrais juste mentionner, excusez-moi, un élément, parce que nous n'avons pas ici de représentants de l'écologie ou de la nature à proprement parler, même si nous le sommes tous, parce que nous sommes, la nature c'est nous en fait. Il y a un mouvement, un collectif de gens auquel appartient Pierre Rabhi, qui a été notre invité il y a 2 ans et qui est un ami du Festival Atmosphère, tout un collectif qui milite pour la création d'un tribunal de la nature. Autrement dit, de trouver le moyen, ils ont essayé à Rio +20, évidemment, c'est resté lettre morte pour l'instant, mais c'est une idée qui, à mon avis, va mettre 10 ans ou 15 ans ou 20 ans à être mise en place, mais c'est une idée vraiment qui me semble peut-être importante. Qu'en pensez-vous? De donner une voix à la nature. C'était notamment après l'accident, c'était Shell ou BP, l'accident pétrolier dans le golfe du Mexique, et qui est là pour parler au nom des océans, de la nature, et à quel point elle a été abîmée. Pascal Signolet, fondateur du festival et je voulais juste dire délégué général du festival Atmosphère. Que notre ami Jo Le Guen, qui a fait 3 traversées atlantiques, c'est une traversée du Pacifique, justement pour préserver les océans, s'attaque en ce moment à ce problème et il est en passe d'obtenir la reconnaissance du préjudice écologique à la Commission européenne. Il passe au festival et il a rendez-vous mardi. Voilà, donc, il passe au festival quand ce soir? Demain. Demain. Et il s'attaque à ça. Tu connais son opiniâtreté. Je connais son opiniâtreté. Il commence à réunir beaucoup de gens, des politiques, etc. Et il n'a pas lâché l'affaire depuis l'Erika et le Prestige. Oui. Voilà. Donc l'idée est de donner à la nature, à la mer, aux océans,
une voix et une entité, que ça devienne une entité juridique sur le plan international. Si vous pouvez, est-ce que ça vous intéresse? Je trouve que c'est une idée qui mérite d'être défendue, vu qu'en face, il n'y a pas beaucoup de scrupules. Qu'en pensez-vous, Michel? Je crois que ça va dans le droit fil de l'idée de commun et de bien commun et de bien public mondial, dans la mesure où, comme on l'a dit, il faut qu'il y ait une gouvernance, et une gouvernance, ça va avec une justice qui est associée. Elle existe déjà pour les violations des droits de l'homme. Hein, exactement. Il y a un et tribunal des droits de l'homme. Voilà, et donc, le chemin, à mon avis, est tracé, oui. Moi, je ne connais pas l'initiative, donc a priori... Et l'idée? Oui, mais justement, c'est là-dessus que je vais intervenir. Donc, je ne connais pas l'initiative. Oui, je ne connais pas l'initiative, donc je ne peux pas prononcer de jugement ou d'évaluation. Mais moi, je pense qu'il faut faire très attention. Un système écologique, c'est un système qui inclut les humains. Ce n'est pas un système écologique hors les humains. Donc, il n'y a pas de droit du système écologique hors les humains. Donc, c'est l'équilibre d'ensemble qu'il faut arriver à préserver. Donc, sur ce point, moi, je suis très vigilant, parce que j'ai l'occasion de travailler avec différents types d'écologistes, etc. Et on trouve une espèce d'intégrisme chez certains écologistes. Le droit d'un fleuve à couler librement, bon, voilà, il faut défendre le droit... Ça veut dire quoi, ça, le droit d'un fleuve à couler librement? Et le droit des gens à se noyer dans le fleuve, on en fait quoi? Bon, voilà, vous comprenez. Donc, si vous voulez, je ne sais pas du tout, je ne sais pas du tout. Mais un système écologique, il inclut les humains qui vivent dans ce système, qui bien évidemment doivent respecter toute une série d'équilibres propres à ce système, mais ce système doit aussi pouvoir intégrer les humains voilà, c'est des équilibres d'ensemble. C'est important, ça. Oui, très important. Et il s'agit absolument des humains, et ce n'est pas d'exclure les humains, mais de donner un droit à la nature d'être défendu pour les humains, justement. Non, mais parce qu'on a des positions écologiques qui est le droit à la nature à exister comme elle est, quoi. On a ça aussi. Oui, il s'agit en l'occurrence d'obtenir 10% en cas de barré noir, par exemple, 10% de la réserve que le FIPOL met de côté pour les indemnisations, 10% réservé pour payer les études dans les pays qui subissent les marées noires à des étudiants pour qu'ils fassent des études sur ces sujets-là, des étudiants qui n'en ont pas les moyens. 10% de cette somme, ça fait des grosses sommes, ça fait des millions d'euros, et il est en passe d'obtenir ça. C'est très concret. Voilà. Non, mais ça, c'est parfait. Oui, là, c'est spécifiquement sur les marées noires, les marées pétrolières, donc. Je rebondis sur ce que dit Benjamin, c'est qu'il ne faut pas parler en termes de nature et l'homme d'un côté, il faut parler en termes d'écosystème, et l'écosystème inclut, bien sûr... Exactement. L'homme fait partie de l'écosystème. Voilà, donc l'atteinte à l'écosystème, là, c'est grave. Même s'il l'a oublié depuis longtemps, il croyait qu'il y avait la nature dehors et puis lui de l'autre côté, mais non, c'est peut-être une des choses que nous sommes en train de réapprendre, que nous appartenons à la nature. Une dernière question, une dernière réaction de votre part. On va laisser la parole au public. Monsieur ? Oui, bonjour, je m'appelle Yves Gillois, je suis de Nantes. Plutôt citoyen militant. Je veux juste dire ce que je pense de ce que vous venez de dire au dernier instant. Si ma mémoire est bonne, Albert Jacquard, qui avait tenu une conférence chez Pierre Rabhi, avait dit « La nature s'en fout. Voilà, elle fera ce qu'elle veut. » Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est bien l'homme. Voilà. Parce que si on parle de développement durable, c'est pour l'homme. Et la question que j'ai aujourd'hui, je voudrais savoir, parce qu'on réfléchit souvent... dans des groupes de réflexion, mais qui globalement touchent à peine 1% de la planète. Aujourd'hui, il y a plus de 5 milliards d'individus qui vivent dans des conditions plus que lamentables, quoi. Et ces gens-là n'ont pas accès forcément à l'information, à l'éducation. Donc ça répète un peu la question que j'ai posée hier. Mais aujourd'hui, je pense que c'est un problème de langage. Parce que quand on parle un certain langage et qu'on n'a jamais appris à lire et à écrire, c'est pas facile. Donc je voudrais savoir aujourd'hui qu'est-ce qui cloche, puisque aujourd'hui les scientifiques cherchent, les économistes travaillent,
les élus font leur boulot, mais le résultat, il est là. Le résultat, quand on regarde la planète, c'est quand même pas terrible. Donc je voudrais savoir comment aujourd'hui on pourrait communiquer cet ensemble d'informations, mais d'une manière plus simple, voilà, qui soit accessible pour tous. Parce que je pense que les changements viendront par les individus et pas par le haut. Merci. On va se servir de la question de monsieur pour clore et conclure. Et je voudrais juste répondre que justement ce que vous avez mentionné au début, c'est bien pour l'homme que nous nous préoccupons de la nature. Hein. C'est bien de la survie de l'humanité qu'il est question. Ce n'est pas de la survie de la planète. La planète, effectivement, elle se débrouille très bien et elle se débrouillera très bien, même si on l'abîme énormément. Elle saura très très bien rebondir. Je crois que c'est vraiment ça l'enjeu quand même. Hein. C'est la survie de l'humain dans la biosphère. Hein. Alors, on va commencer peut-être par Laurence. Une réponse à la question de monsieur. Qu'est-ce qui cloche, hein, si je peux résumer. Qu'est-ce qui cloche, dit-il? Bon, beaucoup de choses. Considère que tout le monde fait son travail et fait bien son travail. Bon, on n'a hélas absolument pas le temps de développer autre mesure, mais une des choses qui cloche, ce sont les lobbies multiples. C'est qui a le pouvoir aujourd'hui et qui fait en sorte que les choses ne puissent pas se passer. Et comme dit monsieur, une des réactions, enfin un des contre-pouvoirs qu'on peut avoir et qu'on oublie trop, c'est en effet, à titre individuel, on peut réagir, on peut faire en sorte qu'un certain nombre d'intérêts économiques et financiers qui ont comme point de départ la vente de X produits finissent, alors c'est très utopique ce que je dis, mais pourquoi pas, si on est tous mobilisés et qu'on n'est plus des consommateurs de telles choses, des épargnants de telle façon, etc., les systèmes, tout doucement, vont s'éroder, en tout cas. Donc je rejoins parfaitement monsieur, même si je ne sais pas combien de temps ça prendrait, etc., mais ce qui est très important, c'est les prises de conscience individuelles et la façon dont chacun va pouvoir ou pas interférer sur cet énorme système qui est avant tout mu par des intérêts économiques et financiers. Mais le public, la population mondiale a beaucoup de pouvoir et j'ai l'impression, moi, qu'elle est en train de se réveiller. J'avoue que j'ai été très enthousiasmée par la soirée sur le crowdfunding d'hier soir où on a vu des jeunes... Ah, c'était formidable. Des initiatives, des solutions, des propositions. Puis alors, en plus, ils sont très concrets. Je vais me faire l'avocat du diable, mais... Les jeunes ont démarré. Je vais malgré tout me faire l'avocat du diable sur une chose comme ça. Le crowdfunding, il y a énormément de très bonnes choses. Mais c'est tout de suite récupéré aussi. Il faut vraiment... Il y a des intérêts financiers derrière déjà. Il y a les plateformes de crowdfunding. Certaines commencent à être entre les mains d'énormes banquiers. Donc, c'est toujours pareil, il y a de très belles choses, mais il faut rester vigilant à tous les niveaux. Alors c'est terrible. Comme le microcrédit a été récupéré, qui était extrêmement généreux avec Mohamed Younous. Il y a toujours des travers, en effet. Voilà. Par tout le système financier. Mais bon, on a déjà surmonté pas mal de choses. L'humanité a quand même déjà surmonté pas mal de choses, donc on devrait arriver à surmonter ça aussi. Benjamin Correa. Oui, moi je vais faire deux remarques pour conclure, si je peux dire, en tout cas pour ce qui me concerne, et liées aux questions qui ont surgi de la salle. La première, c'est qu'est-ce qui cloche et tout ça, et pourquoi ça ne va pas mieux, et bon, voilà. Toutes questions qui sont évidemment tout à fait importantes, sérieuses. Bon, ma voisine a commencé à y répondre. Ce qui cloche, c'est qu'on a des intérêts constitués extrêmement puissants, et que passer par là-dessus, ça se fait pas tout seul. D'autant que, je le dis exactement comme je le pense, les 30, c'est pour ça que je suis un économiste atterré, ça va me permettre d'expliquer, d'autant que les 30 ou 35 dernières années ont été des années de folle déréglementation, de toute puissance de la finance. Alors pourquoi on est atterré? Je vais le dire. On est atterré parce qu'en 2008, quand ce modèle a explosé en plein vol, en provoquant une catastrophe mondiale, etc., on s'est dit, nous les économistes, à quelque chose, malheur est bon, on va recommencer maintenant à parler de choses sérieuses. On va recommencer à parler d'éducation, on va commencer à parler d'alimentation, etc. Pas du tout, pas du tout. On a eu comment ça s'appelle ça, comme dit Naomi Klein, on a eu un, comment on appelle
on appelle ça une stratégie du choc, c'est-à-dire que non seulement on n'a rien touché du pouvoir de la finance, mais celle-ci s'est mise à contrôler le pouvoir des États. Et alors que les États se sont coulés complètement pour sauver les banques, on a dit, oh là là, mais les États, ils sont vraiment pas sérieux, hein, ils sont endettés, etc., ça va pas du tout. Voilà, c'est ça qui nous a atterrés. Vous voyez, ça qui nous a atterrés. Bien, alors, maintenant, je réponds à votre question. Donc, c'est très difficile, c'est très compliqué. Ça. Oui, oui, bien sûr. Mais j'ai fini. À travers ces outils, les communs, les biens communs, les collectivités qui se constituent derrière, les systèmes de règles qui émergent, etc., on commence à avoir des outils citoyens pour affronter ces choses-là. Et moi, j'ai la faiblesse de penser, vous voyez, je ne suis pas tout jeune, et j'ai aussi une certaine expérience de travail militant. Moi, j'ai la faiblesse de penser que la mobilisation, elle est sociale, elle est fonction de la crédibilité des solutions qu'on porte. Voilà. Et donc, pendant longtemps, on était sec. Hein. Pendant longtemps, on était sec. Hein. Et là, je trouve qu'avec ces notions de commun, de bien commun, d'organisation citoyenne, de finances solidaires, etc., on commence à voir émerger une catégorie d'ensemble de nouveaux instruments. Alors, ça va prendre du temps, mais la nouveauté, donc vous voyez, c'est un message optimiste, c'est qu'on n'est plus dans la situation dans laquelle on était spectateur de ces ouragans de finances, d'égoïsme, etc., qui nous déferlaient dessus, et où on ne savait plus quoi dire. Maintenant, on commence à savoir comment faire autrement. Voilà. Et donc, de ce point de vue, je suis plutôt dans une phase optimiste. Je n'ai pas toujours été. Merci, Benjamin Correa. Bon, moi, j'ai presque rien à rajouter par rapport à ce qu'a dit Benjamin, auquel je souscris totalement. Qu'est-ce qui cloche et comment est-ce qu'on peut s'adresser au reste du monde, ceux qui n'ont pas forcément le vocabulaire ou l'éducation pour... Bon, d'abord, je partage complètement ce qu'a dit Benjamin au titre des économistes atterrés. Et je voudrais rajouter que, après tout, puisque c'est le festival Atmosphère, que peut-être que de la crise environnementale surgira ce nouveau modèle dont parlait Benjamin, parce que je pense que le modèle dominant est totalement incapable de gérer cette crise. Donc c'est probablement une opportunité, mais qui peut avoir des conséquences aussi pour aussi s'emparer des sujets comme la pauvreté et les inégalités. Oui, est-ce que ça peut devenir vraiment pire? On n'est pas encore au bout de... On n'est pas encore au bout de... D'accord, c'est vrai. Mais enfin, quand même, je crois que... Moi, en tout cas, c'est ce que nous voyons au Festival Atmosphère depuis 5 ans maintenant. Il y a une prise de conscience formidable. Hein. Effectivement, la crise environnementale contribue à la prise de conscience des communs, de cette nécessité de participation des citoyens et d'une gouvernance qui peut être un apport nouveau pour arriver à sortir de l'idéologie dominante. La crise environnementale, mais aussi la crise financière, etc. Nous, on a vu vraiment les populations, les gens, la masse, le public se poser des questions, se réveiller et puis prendre des décisions et faire des choses. Donc, merci beaucoup à vous. Nous devons conclure là maintenant parce que nous avons 20h30 le film de Martin Messonnier, Le bonheur au travail, qui va démarrer dans la salle 1000, dans la grande salle, et qui sera suivi d'un débat avec Martin, bien sûr, avec Karine Dartic-Perrault qui est ici présente, mais aussi avec M. Michel Hervé et avec Marie Peset, qui est une psychologue et psychanalyste spécialiste de la souffrance au travail. C'est dans un quart d'heure, donc on espère vous retrouver. Ça fait court pour se restaurer et se reposer entre deux conférences, mais merci beaucoup de votre présence et puis faites passer.